Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler d'inflation puisqu'on a eu les résultats du CPI du mois de mars et ils sont pas trop mauvais. Ils sont légèrement en dessous du consensus, donc c'est bien. C'est à peu près ce qu'on avait prévu, donc c'est plutôt une bonne chose. On passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de pas hésiter à s'abonner, mettre un like, ça c'est important. Prenez les quelques secondes pour rétribuer le temps passé et puis éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est également en description de la vidéo. On est là sur la courbe d'inflation américaine, c'est-à-dire tous les CPI en year over year depuis les débuts du Covid. Là ici vous le voyez. Et vous voyez que je vous ai rajouté la nouvelle bougie qui est à 5%. On a eu un mois le mois qui nous a donné 0,1, c'est-à-dire que il faut comprendre que si jamais on avait que des 0,1 tous les mois, et pendant 12 mois, on n'aurait que 1,2% d'inflation. Donc c'est plutôt un bon mois, vraiment. Je vous montrerai après les consensus, etc. On a une inflation de demande qui va être plus ou moins ce qui a trait à la bouffe importée et l'énergie, ce genre de choses, qui est de moins 0,6, c'est-à-dire qu'on a une diminution des prix. Bon, c'est principalement dû au pétrole, ici, sur le mois de mars qui avait pas mal corrigé. On a donc un headline, je vous l'ai dit, à 5% et ça nous donne... D'ailleurs, j'ai fait une erreur ici. En fait, on est à 5,6 sur le core CPI. Donc, ça nous donne un total ici à 5%, vous le voyez. Là où c'est intéressant, je vous avais tracé cette droite ici, dans laquelle, vous le voyez, on semblait vraiment avoir une forme de tendance. Et il semblerait qu'on soit en train de la rejoindre. C'est-à-dire que là, on avait eu un petit plateau, c'était pas très bon. L'inflation a arrêté finalement de diminuer aussi vite que par le passé. Et là, on est peut-être en train de rejoindre cette trend qui, vous le comprenez ici, croiserait les 2% au mois de août 2023, donc sous quelques mois. Si jamais on continue avec cette diminution actuelle, c'est-à-dire sur cette trend verte que vous voyez là, eh bien en août, on sera aux objectifs de la Fed, c'est-à-dire 2% d'inflation. Donc vraiment intéressant, on va vite faire regarder les consensus. Du coup, vous le voyez ici, donc on est sur un headline CPI, inflation totale à 5% au mois le mois. Sur le mois de mars, je vous l'ai dit tout à l'heure, 0,1%. Ça, c'est le rapport du BLS, donc le Bureau of Labor Statistics. Et comprenez bien que en ce qui concerne les consensus, on avait un consensus... Encore inflation à 5,6, on est très exactement au consensus, vous le voyez. En inflation, on va dire globale, on avait 5,2 et là pour le coup on est en dessous, c'est-à-dire que l'énergie et la bouffe ont plus corrigé que ce que le consensus prévoyait. En mois le mois, on est légèrement, on est deux fois en dessous du consensus, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Personnellement, je m'attendais à encore mieux que ça, mais bon, en tout cas c'est un très beau print du CPI. Qu'est-ce qu'on aura comme autre nouvelle? On commence par les nouvelles aujourd'hui, on fera la price action après et ensuite on ira voir la liquidité. Qu'est-ce qu'on aura comme autre nouvelle aujourd'hui? Eh bien, on aura les minutes de la Fed. Minutes de la Fed qui vont sortir à 20h ce soir. On a aussi une grosse autre news aujourd'hui qui va être bien entendu la mise à jour Shanghai sur Ethereum qui en l'occurrence va avoir lieu. J'essaye de vous retrouver l'article. Si je le retrouve, non, pas du tout. Bon, c'est pas grave, on va retrouver cet article ici, je pense, non plus. Peut-être est-ce que c'était sur Cointelegraph? Je ne sais plus du tout. Bon, j'avais un article pas trop mal à vous montrer, mais c'est pas grave, on va passer dessus quand même. J'ai dû le sortir ici, j'ai pas dû le garder. C'est pas grave. Donc vous le voyez ici, tout le monde parle de ce print de l'inflation qu'on a eu à 14h30, donc il y a de ça 45 minutes. Vous voyez ici, voilà, que globalement on est au plus bas depuis 2 ans, etc. S&P qui a bien performé là-dessus. Binance US qui déliste Tron. Alors ça c'est pas très bon pour TRX. Moi personnellement je suis plutôt bull sur Tron, donc du coup voilà, je trouve que c'est un asset qui est mal aimé mais qui rend des services quand même, donc qui a peut-être un futur. Ici, toujours de l'inflation, vous le voyez, slower du forecast, donc ça, je vous ai déjà un petit peu tout expliqué là-dessus. Les tokens de gouvernance autour, c'est-à-dire Lido, ce genre de choses, qui effectivement sont en train de corriger, c'est normal puisque le liquid stacking finalement va plus ou moins disparaître, ou en tout cas manquer ici. Enfin, il répondait, comment dire.
Lido, etc., ce genre de choses répondait à une demande qui était Ethereum n'était pas déstackable, donc du coup on vous créait plus ou moins du faux Ethereum avec lequel vous pouviez trader. Et là en l'occurrence, bien évidemment, maintenant que le stacking sur Ethereum va être liquide, puisque vous pourrez retirer ce soir à minuit 37 heure française, vous pourrez commencer à retirer vos Ethereum qui étaient en stacking. Voilà, c'est ça qui va faire que, bien entendu, cette possibilité fait corriger les tokens de gouvernance autour du stacking liquide. Ici, toujours pareil, on est toujours sur l'inflation. Et voilà, en ce qui me concerne, voilà. Demain, on aura le PPI, c'est-à-dire le Producer Price Index, qui peut nous donner des informations sur l'inflation dans le futur, d'une certaine manière, mais également surtout sur la santé de l'économie, les prochains GDP, les prochains PIB. Et puis, on aura des informations sur les ventes au retail, ce genre de choses, les marchés de l'automobile, etc. Et ça sera vendredi. En tout cas, la grosse news du jour, c'était bien évidemment le CPI. Et en l'occurrence, vous voyez qu'on a eu un CPI qui était plutôt bon. Donc, on passe là-dessus. On va désormais faire la price action sur Bitcoin. Et globalement, Bitcoin a plutôt bien pris cette histoire de CPI, et c'est plutôt normal, bien évidemment, puisque d'une certaine manière, ça veut dire que le travail que fait la Fed est en train de fonctionner. Donc du coup, ça veut dire que potentiellement, on va pouvoir avoir à nouveau des liquidités qui vont revenir sur le marché, ou en tout cas une baisse des taux d'intérêt potentiels. La Fed ne pourra pas le faire tant que l'inflation ne sera pas revenue autour des 2%. Et en l'occurrence, vous voyez que au moment où est sortie cette news, donc là on est sur le daily, on avait déjà parlé hier de cette cassure des $30 000. Le fait que ce CPI soit bon peut nous permettre de nous installer au-dessus d'une borne qui est vraiment importante, qui est la borne des 29,2. Réintégrer les 29,2 ici à ce stade ne serait pas une bonne chose. Par contre, rester au-dessus serait plutôt une bonne nouvelle pour nos portefeuilles d'investissement. Et d'une certaine manière, vous voyez ici, en 4 heures, on est sur une latéralisation. Je vais vous montrer les bornes. On va plutôt aller sur le 1 heure, peut-être même le 30 minutes pour avoir quelque chose de bien précis. Et en l'occurrence, vous voyez qu'ici, on a un niveau qui est en train de tenir à peu près dans cette zone-là. Légèrement plus haut même. Bon, on va le mettre sur cette zone-là. Une fois, 2 fois, on va compter que celle-ci touche aussi. En fait, on est sur probablement une plus petite time frame. Et en l'occurrence, on a un niveau qui nous repousse en permanence en haut, qui va être celui-ci. D'accord ? Pour le moment, quand on voit ce type de structure, il est de bon augure, tout simplement, de venir shorter le niveau qui repousse et de venir longer le niveau qui supporte. À ce stade, pour le moment, on est en tendance haussière, donc on va dire que le plus probable, c'est tout simplement que, ici, vous le voyez, ce point-là soit pris à nouveau. D'accord ? Donc ça, c'est du scalping. Pour celui qui dit, je cherche un scalp, il va tout simplement rentrer sur le niveau qui tient le mouvement, c'est-à-dire celui-ci. Et vous voyez qu'il correspond également au creux précédent, là, le tout dernier creux en 1 heure avant que cette latéralisation, entre guillemets, 1 heure se fasse. Et éventuellement, l'idée serait soit de prendre une partie de son profit à l'attaque de ce point-là qui nous repose d'habitude, soit tout simplement de considérer que la structure va continuer à être haussière, ce qui serait plutôt moi le genre de choses que j'irais jouer, c'est-à-dire ici qu'on reprenne à nouveau les 30 600 sur fond de cette news qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Le problème ici, on va essayer de trouver le niveau en 15 minutes. Ouais, il est par là, il était pas mal mis, et l'autre aussi, voilà, ça correspond plutôt pas mal. En l'occurrence, vous voyez que par contre, sur la news, donc qui est sortie ici à 14h30, vous le voyez, ça c'est plus ou moins le pump de la news du CPI, qui nous a donné quelque chose comme 1,57. Sur BTC, un plus 1,57, on n'a pas ici validé la cassure de structure, c'est-à-dire qu'on n'est pas revenu prendre les 30 544. Donc attention, il y a eu une distribution qui commence à s'opérer au-delà des 30 500. Par contre, le niveau des 30 est à peine attaqué, et vous voyez que, moi je verrais bien une correction ici d'attaque à minima afin de venir retester soit les 29,2 qui est ce niveau-là, soit carrément la borne haute également du range précédent qui pour le coup nous ramènerait à 28 500.
Ça nous permettrait aussi de retester la trend daily qui est là, qui est la rouge. Donc je vois bien ici, voilà, quelque chose d'intéressant. Donc toute petite time frame, il est possible de jouer tout simplement juste ce mouvement de prise de structure. Plus grande time frame, si vous cherchez une entrée, pour moi, elle est plus basse, c'est-à-dire elle est soit à 29,2, soit à 28,5, c'est-à-dire que je pense qu'on pourrait potentiellement perdre à un moment donné les 30 000 $. Cela dit, la news est encore une fois très bonne et surtout la bourse a très bien fonctionné sur les futurs, sur cette news, mais elle n'a pas encore ouvert aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais y arriver. Voilà, 4160, vous le voyez sur les futurs, et on est monté quasiment à 4002, je crois, 4177. Sur les futurs, donc sur S&P 500, en l'occurrence, vous comprenez que sur la news du CPI en particulier, on a fait 1%, donc vous voyez qu'on a fait 60% de la price action qui a été faite par Bitcoin. Bitcoin a fait 1,56 et S&P a fait quasiment 1%, donc ça veut dire que S&P était plus sensible à cette fin, parce que théoriquement S&P est bien loin des mouvements en termes de volatilité de ce que peut nous donner Bitcoin, pardon. Donc là on peut dire qu'éventuellement S&P est super chaud, ce qui peut éventuellement nous donner une journée haussière sur la bourse aujourd'hui à Wall Street, qui pourrait éventuellement également aider Bitcoin. Sur Ether, c'est un peu plus mitigé, vous le voyez, Ether en l'occurrence, on va revenir ici sur le daily, ouais. Ether est un peu dans l'attente de son Shanghai pour le moment. On peut relever cette traîne puisqu'elle est perdue. Il est un peu dans l'attente de son Shanghai. Vous voyez également que le niveau des 1933 repousse à ce stade. En 4 heures... on tient toujours cette trend orange, ici vous le voyez, et c'est plutôt propre de ce côté-là. Par contre, on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut, ici vous le voyez. Donc bon voilà, soit ça c'est du bruit, et c'est ça qui va nous permettre de prendre la structure ici, c'est-à-dire remonter au-delà des 1943, soit ça veut dire qu'Ether est parti pour une latéralisation également, c'est-à-dire le bon niveau de short à ce moment-là sur Ether serait à peu près par ici, et le bon niveau pour rentrer des longues serait à peu près par là, si jamais il réitère un petit peu ce que fait Bitcoin. En tout cas, on a un Ether à 1009, c'est plutôt encourageant, c'est quand même pas mal. Et puis, encore une fois, on a une structure, on va dire, sur le 15 minutes qui, elle, est haussière. Vous voyez ici qu'on a attaqué le creux précédent, très exactement là. On n'a pas perdu la structure, on n'est pas passé en dessous, d'accord, et que donc la suite logique de cette histoire, c'est tout simplement de continuer la structure, c'est-à-dire éventuellement refaire un nouveau plus haut. Parfois, ça ne se passe pas comme ça, c'est-à-dire qu'on rejette, on fait des double tops, ce genre de choses. Mais en l'occurrence, ici, ça aurait été assez propre que de placer un long à un certain niveau ici au sein de ce creux pour ne pas le perdre. Vous le voyez, d'ailleurs, le point le plus avare aurait été ici, le plus opportuniste aurait été là. Vous voyez qu'on a bien enfoncé quand même, on est allé assez fort dedans. On est allé vraiment d'ailleurs sur, je pense, le creux en 5 minutes le plus bas. Qu'est-ce que je regardais là? Ouais. Ouais, on est vraiment sur le bas du creux, vous le voyez, on est quelque part sur une de ces bougies-là. Donc voilà, c'est intéressant de voir que, effectivement, Ether pour le moment tient sa structure en 1 heure. Est-ce qu'on fait l'Ethereum dominance, Ether BTC, ce genre de choses ou pas? Non, je pense qu'on va pas le faire, on va passer là-dessus. En fait, BTC avait pumpé hier. Pour moi, il peut éventuellement ici venir taper un peu plus haut. Et ça va dépendre, je pense, de la journée en bourse. Là où c'est intéressant, c'est que le Grayscale BTC est en train de pousser fort. Donc ça signifie qu'il y a retour des institutionnels sur le Bitcoin et également le IBLC qui est en train de pousser fort également. Excusez-moi pour les gaps que j'ai pas ici, que j'ai pas mis en avant. Ça fait un petit moment que je l'avais pas regardé. Mais du coup, voilà, tout ça c'est nettoyé. Et là, on est en train de travailler encore un gap supérieur. Le IBLC, c'est plus ou moins le iShares étant une filiale de BlackRock, c'est un ETF qui est basé sur la blockchain. Vous avez principalement dedans de l'action Coinbase, enfin voilà, c'est une entrée pour les institutionnels, de manière à pas avoir à acheter de BTC, mais tout simplement, éventuellement, investir sur tout ce qui est crypto, et investir sur la narration crypto. Donc là, ici, vous voyez qu'on fait un 6,45 dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les institutionnels sont à nouveau intéressés par Bitcoin. On pourrait éventuellement rentrer un peu plus dans le détail à ce sujet, si je trouve le... Voilà. Déjà, on va aller voir sur Grayscale quel est le premium.
Premium à moins 36, donc discount à moins 36. Vous comprenez qu'on a tapé des moins 44, moins 45, il me semble. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose que en ce moment, il soit plutôt en train de remonter. Je vérifie, voilà. Très bien. Et en ce qui concerne l'open interest sur le CME, plus 15 en 24 heures. D'accord, ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que sur le Chicago Mercantile Exchange, qui est l'exchange le plus plébiscité par les grosses institutions pour trader Bitcoin, c'est un ETF sur Bitcoin sur les futurs, et bien depuis 24 heures, on a un plus 15 qui s'est mis en place, c'est-à-dire très fort retour des institutionnels sur BTC. Donc ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que les institutionnels sont dans ce pump, d'accord ? Dans le pump actuel, les institutionnels rentrent et potentiellement, ils y croient. On a fait la news, on a fait la price action, on reviendra sur la partie un peu plus scalping tout à l'heure. Je vous envoie la page de pub et on va désormais faire la liquidité. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça, et là vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots, et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation, et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID, et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Voilà, j'ajoute également Qcoin qui est nouveau partenaire et sur lequel vous pouvez faire exactement la même chose, c'est-à-dire vous inscrire, déposer 100 USDT, etc. et vous participerez au jeu concours. On a liquidé 117 millions, donc c'est une journée normale plus, on va dire, depuis les dernières 24 heures, un tiers sur BTC, la moitié sur BTC plus Ethereum, donc on est vraiment dans la logique normale, je trouve, c'est une journée vraiment tout à fait normale. Solana a pas mal liquidé également, on a liquidé principalement du long, vous le voyez ici, et un petit peu de short, notamment sur Bitfinex. En ce qui concerne le carnet d'ordre, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qu'on avait dit hier. Vous voyez pas mal d'ordres qui ont été mangés à l'achat ici, hein, enfin à la vente, pardon. Du coup, pas mal d'ordres qui sont passés au niveau de la vente. Donc il y a forcément un acheteur en face, hein, bien évidemment. C'est ça que j'ai voulu dire. Donc on a eu pas mal de momentum sur cette poussée-là. On a des ordres d'achat qui sont venus se faxer. Donc ça c'est plutôt relaxant entre guillemets pour soutenir le mouvement. C'est pas énorme encore. Hein. On n'a pas non plus de mur d'achat. 150, 200 bitcoins, 106 bitcoins ici, 115 bitcoins ici. Bon voilà, là on est sur Binance.
On va regarder maintenant les points de liquidité. Pour le moment, rien n'a été touché. Vous voyez qu'on avait mis ce point potentiel hier sur Bitcoin et on a un open interest qui latéralise alors que le prix latéralise. Bon, en l'occurrence ici, on s'attendrait à ce que pas mal de longues soient liquidées, donc on s'attendrait à ce que le funding diminue. Ça n'a pas vraiment été le cas. On peut peut-être mettre un point ici à venir chercher en bas là. Donc éventuellement bon point d'entrée soit pour un long ou alors tout simplement bon point d'entrée pour shorter à ce stade pour aller le chercher. Et ici, depuis que le prix descend, même chose, on n'a pas un open interest qui corrige, un funding pardon, qui corrige plus que ça. Ça corrige un tout petit peu mais c'est pas énorme. Et ensuite ici, on a un funding qui descend malgré une augmentation de prix. Donc effectivement on peut désormais passer ce point là en normal puisque on a effectivement du monde en haut. Donc c'est un peu les deux bornes que je vous ai montré tout à l'heure en début de vidéo. On a ici des points d'intérêt en dessous et au-dessus du range et des points de liquidation à venir chercher probablement dans les deux sens. Donc on peut s'attendre à ce que le prix vienne toucher la borne haute et la borne basse avec un léger dépassement si jamais il en prend la direction. Ethereum USDT perp, c'est ça que je cherchais. Alors, on est sur Ethereum. Qu'est-ce qui a été fait? Pas énormément de price action sur Ethereum. Ça a été un petit peu décevant. Néanmoins, vous le voyez, bon, ce niveau, on va le garder, puisque il est quand même relativement intéressant. Là, on clôture du short, donc c'est normal que le funding augmente. Ici, ça suit plus ou moins parfaitement le prix. Ici, on peut peut-être dire que on devrait corriger plus au niveau de l'open interest. Donc, il y a peut-être un point de longue à prendre ici en bas, c'est-à-dire une forme d'anomalie, un peu plus de shorter que de longueur sur ce mouvement. Et puis là, on repart vers le haut un peu avant le prix. Donc ça veut dire, oui, effectivement, il y a du longueur là, sur ce mouvement-là. Et puis, ensuite, vous voyez qu'on redescend avant que le prix augmente. Donc on avait eu du shorter qui était venu shorter ici la borne des 1872 et désormais on les a effectivement nettoyés. Pas mal d'ouverture d'open interest ici, j'ai un prix qui augmente et un funding qui latéralise. Qu'est-ce que ça veut dire? Théoriquement je devrais avoir un funding qui augmente puisqu'on liquide du short, mais ça n'est pas le cas, donc c'est plutôt intéressant de voir que oui, on est shorté sur le top et que oui, potentiellement il est possible que Ethereum vienne à ce stade chercher plus haut. Donc là c'est pareil, vous avez les deux bornes sur Ethereum, à savoir plus ou moins les 1009 et plus ou moins en bas les 1843. On va sauver ça, on va aller voir les poches de liquidité. Les poches de liquidité qui nous disent que on a toujours 20 milliards d'open interest à 18 milliards à peu près sur Bitcoin en longue, donc attention à ça, une liquidité qui est principalement sur du... il faut peut-être que je fasse le run avant. Une liquidité qui est quand même principalement sur des longueurs, beaucoup trop de longueurs. Vous voyez que dès qu'on a des grosses positions ici, on vient les chercher. Donc là, on avait une grosse position à 368 millions qui avait été ouverte. Pour le moment, je pense que celle-là est nettoyée aussi. Ouais. On a toujours cette grosse là à 310 millions à 29 300 $. Donc c'est pas exclu que le prix il retourne. Vous voyez qu'elle avait, c'est elle qui avait pas mal augmenté ici. Au moment où elle avait été ouverte, on avait fermé du short, mais on avait aussi ajouté ces deux grosses positions là. Si jamais ces positions là sont en x100, une bonne partie est nettoyée, mais on a encore du long résiduel à venir nettoyer. En ce qui concerne Ethereum sur les poches de liquidité, eh bien pour le coup on est à l'équilibrium ou presque. C'est-à-dire que, en l'occurrence, sur Ether, on pourrait avoir un peu plus d'upside. Je pense qu'une latéralisation sur BTC est possible, et je pense que sur Ethereum, il est possible qu'Ethereum vienne effectivement prendre son niveau au-delà de son précédent plus haut, on va dire. En tout cas, la liquidité est bien plus longueuse sur les 5 derniers jours sur Bitcoin que sur Ethereum. Et quand on regarde les x100, c'est plutôt bien nettoyé, vous le voyez ici. On a de la position là peut-être à venir chercher à 1848. On a très légèrement du short, vous le voyez pendant que ce mouvement se crée, on a du short qui rentre au fur et à mesure. Mais vous voyez qu'on en a quand même, on a nettoyé un petit peu le gros. Là ici, position à 80, position à 50. Il reste derrière, au-delà, au-dessus des positions plus petite. Lightmap en 12 heures sur BTC.
sur les 12 dernières heures, eh bien, BTC a bien entendu mangé pas mal de longues. Vous le voyez ici, il a quand même accumulé mangé pas mal de short, excusez-moi. Il a quand même accumulé du long sur la zone des 29,7. Sur la 7 jours, bon, on est à peu près sur la même, ce qu'on avait déjà vu hier, hein, c'est-à-dire on a une borne effectivement ici à venir chercher potentiellement autour des 31 et quelque chose sous les 26,9. Et sur la 1 mois, on a toujours cette borne des 22,5 qui n'a pas été touchée en bas. On a cette borne également des 25,2 qui représente pas mal d'open interest et qui n'a pas été touchée. Et à ce moment, enfin en ce moment, on est quand même plutôt proche d'aller chercher cette poche de liquidité là qui elle se trouve aux 31 300 $ avec une borne au plus haut au 33,9. Pour le moment, on voit qu'on n'est pas en train d'accumuler énormément de shorters au-dessus. On est plus, je trouve, en train d'accumuler du long. Donc, encore une fois, il faut faire attention dans la zone, tout simplement, parce que on a 20 milliards de cumulative delta avec plus de longueur que de shorter. Donc, à ce stade, il va falloir que la demande au spot soit sacrément forte pour laisser gagner ces positions leveragées. 1860, 1934 sur Ether en ce qui concerne les 12 dernières heures. Sur les 7 derniers jours, eh bien Ether a tout mangé, mais on a un petit peu de short qui est venu se rajouter ici dans la zone pour éventuellement venir chercher cette poche-là qui est autour des 2040 $. Et là, on regarde la 7 jours. Et quand on regarde la 1 mois, eh bien, Ether a un max de choses à venir chercher aux 2000 $. Potentiellement, vous le voyez, ça peut monter à 2002 ici, en tout cas pour le moment, hein, étant donné le prix auquel on est, et des choses à venir prendre sous les 1005 et sous les 1430, personnellement, je dirais autour de 1360. Il suffira d'une toute petite étincelle, il suffira d'un tout petit quelque chose pour déclencher une force vendeuse et une prise de profit assez conséquente. Est-ce que ça va être de la régulation? Est-ce que ça va être ce genre de choses? Et est-ce qu'on va y arriver surtout? Est-ce qu'on va avoir ce fameux mouvement qui liquide un petit peu, qui nous décharge un petit peu de tous ces longueurs qui sont en train de charger le train en ce moment? Et du coup, on va dire une crypto, c'est un peu c'est un peu comme une montgolfière. Pour monter, il faut lâcher du lest. Rappelez-vous ce très bon film, je me rappelle plus comment il s'appelait là, où le gars disait ça par rapport à une entreprise. En l'occurrence, la crypto, c'est un petit peu la même chose. Là, on a désormais quand même beaucoup de gaps qui se sont créés. On a eu une price action très poussive, soit on est sur une logique de bull run, c'est-à-dire les gens vont courir derrière le prix et on ne va pas leur laisser les occasions, les portes d'entrée en fait ne vont pas être prises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple on regarde ce mouvement dans sa totalité, c'est un mouvement qui ne corrigera jamais qu'au 23,6, c'est-à-dire là en l'occurrence 27 400. Vous voyez ici la correction 23,6. On vient jamais chercher des premiers arrêts. Vous voyez ici, là je vous prends et on fait la même chose ici. Vous voyez qu'on vient chercher le 23,6. Jamais on vient donner même une logique de continuation sur ces mouvements-là. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on fait cette poussée, on corrige à peine de 20% et là on continue à pousser. Et ça, c'est là où un institutionnel voudra plutôt rentrer. Non, même pas en fait. Et d'ailleurs, j'ai fait un tuto sur Fibonacci qui est plutôt intéressant là-dessus. Théoriquement, un institutionnel ne rentrerait pas sur un premier arrêt. On va dire que c'est plutôt des points où vraiment vous êtes en tout début de mouvement et allez, vous voulez rentrer, mais un premier arrêt, c'est-à-dire les 0,382, c'est pas forcément une zone extrêmement pro pour rentrer. Un institutionnel, il rentrera sous la zone premium, c'est-à-dire sous les 0,5 ici, d'accord? Et en l'occurrence, vous avez là deux zones. Vous avez la zone du 0,5 au 0,618 qui pourrait intéresser un professionnel, c'est-à-dire en ce moment sur la dernière poussée. Et là, je parle de la poussée depuis les 20 000 $. Sur la dernière poussée, une entrée autour des 23,7 par exemple, et l'institutionnel plus, vraiment celui qui pratique quelque chose d'extrêmement orthodoxe en termes d'investissement, lui il rentrera dans une zone de rechargement de longue qu'on appelle la zone de rechargement institutionnel qui est du 0,618 au 0,786. Donc vous avez ici, on va dire une borne héliotiste, ça c'est la 2 d'une Elliott, une correction ici de 50% du mouvement précédent qui nous ramènerait dans cette zone. Personnellement, je pense que ça a du sens.
autour des 23,2 et personnellement vous comprenez qu'on a beaucoup de liquidité au 22,5, donc moi personnellement j'irais vraiment presque jusqu'au 22,5. Néanmoins à ce stade pour le moment, encore une fois, on ne veut pas corriger, donc il faut jouer du court terme. Éventuellement si vous voulez shorter, ce serait pour moi retest de la borne haute du range précédent, et si vous voulez longuer, ça serait prendre tout simplement des scalps comme je vous explique assez souvent, c'est-à-dire prendre des scalps sur la tendance 5 minutes, éventuellement prendre profit sur la petite structure de manière à payer tout simplement votre longue. Et ça va être la même chose en ce moment pour jouer du short, puisqu'on a une direction qui est haussière, certes, mais incertaine en raison de la liquidité. Enfin, personnellement, moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc, du coup, qu'est-ce que je voulais vous expliquer? Oui, voilà, l'entrée, là, ici, elle se fait, par exemple, si je rentre, là, on attaque le creux précédent, vous le voyez ici. Si je rentre en longue ici, à ce stade-là, théoriquement, je devrais payer une bonne partie de mon trade à la prise de la structure, qui est tout simplement, là, en l'occurrence, je vous ai montré la 15 minutes, mais à la prise de la 15 minutes. D'accord, et ensuite je laisse mon trade courir, c'est-à-dire que mon runner est là, et puis là pour le moment après je laisse mon trade tout simplement courir, parce qu'à ce stade là j'ai aucune idée que le prix va latéraliser. Vous comprenez qu'on parle ici de la première attaque du premier creux précédent. Cela dit, alors moi personnellement j'ai long cette news. Je l'ai longue ce matin, c'était vers 8h, donc je suis rentré par ici, je pense, sur ce creux-là, et à l'attaque de ce point-là, il me semble. En l'occurrence, ici, pour le moment, malheureusement, j'ai pas eu mon TP, vous le voyez ici, sur la prise de structure. Alors j'aurais pu jouer ce point-là, ça aurait été possible de le faire. Personnellement, j'ai peut-être été un peu plus gourmand, voilà, je le voyais mieux comme ça, mais c'est tout à fait possible ici qu'on aille chercher. Et encore une fois, là, je paye mon trade, c'est-à-dire que à ce stade-là, je paye mon trade, ça veut dire que tout simplement je sais que le trade est gagnant, donc je prends une partie de mon profit, là en l'occurrence c'est de l'ordre de quasiment 50% finalement, hein. Donc du coup vous voyez que le runner qui reste derrière il est fâcheusement amputé, mais au moins ça me permet de dire bon j'ai fait un scalp, il était gagnant, je laisse courir un runner, et derrière si on revient même chercher mon stop loss de toute façon le trade est gagnant, donc c'est pas du tout un problème, mon stop loss est il peut rester là où il est, j'ai pas besoin de redéplacer mon stop loss à break-even, puisque vous voyez que là ce qui semble tenir ce mouvement c'est plus ou moins ce point là, donc en l'occurrence pas besoin de déplacer mon stop loss au-delà, c'est-à-dire de revenir mettre mon stop loss à mon point d'entrée, voilà, c'est ça l'idée. Voilà pour la partie scalping. Peut-être des choses intéressantes sur Ethereum aujourd'hui. Pour moi, la Shanghai est pas nécessairement un événement baissier. J'en ai pas mal parlé sur la chaîne. La Shanghai est pas forcément un événement baissier parce que en fait, c'est un plus quelque part quand vous stackez un asset et quand vous faites du yield. C'est un petit peu comme si vous ne pouviez pas revendre des bons du trésor, par exemple, que vous accumulez et qu'on vous dise non mais tu les gardes, c'est comme ça, t'auras ton yield mais tu dois les garder. Dans la mesure où ils deviennent liquides, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de revendre vos bons du trésor d'occasion, on va prendre cet exemple-là, il est un peu mal choisi, mais c'est pas grave. Eh bien, en l'occurrence, le yield va être vraiment intéressant potentiellement pour des institutionnels. On a quand même un gros problème de régulation sur Ethereum, depuis que Gensler, etc. a commencé à nous dire que Ethereum n'était pas une commodity, mais était effectivement une security. Donc du coup, il va falloir quand même que le cas Ripple ici se gère, etc. Enfin, que toute cette régulation, cette narration autour de la régulation soit éventuellement réglée pour qu'on puisse réellement, éventuellement, avoir une entrée des institutionnels sur la partie, on va dire, Ethereum. Cela dit, c'est quand même une mauvaise nouvelle qu'une partie, je crois qu'il y a 14 millions d'Ethereum stackés en ce moment, je sais plus exactement, alors je vais essayer de vous trouver ça. Donc un petit point sur Ethereum, vous le voyez là ici, la supply actuelle elle est de 120 millions d'Ethereum. Depuis The Merge on a brûlé 5000 Ether, donc Ether est déflationniste à raison de 0,234% par an. Vous voyez qu'on a burné 950 000 Ethereum à l'année, donc la supply est en train de diminuer de 0,23% par an. Les gaz on s'en fout un petit peu, et en stacking actuellement on a 18,1 millions d'Ethereum stackés. Le problème qu'il y a, c'est que... Enfin, le problème, non. On va dire que
ici, vous le voyez, on est à 3,9 par an en termes de ce que vous gagnez si jamais vous avez des Ethereum qui sont stackés. Si, admettons que vous ayez un node, vous avez 32 Ethereum, vous avez monté votre node, on enlève ici du coup les frais de stacking, si vous utilisez du coup une plateforme pour le faire pour vous, le pool stacking. En l'occurrence, vous le voyez ici, ce que ça veut dire, c'est que tout simplement, il y a une partie de ces Ethereum, on avait calculé ensemble, ça faisait 32% qui sont en profit sur leurs Ethers, puisqu'ils ont commencé à stacker il y a très longtemps. Ça doit être un peu plus parce que quand on avait fait la vidéo, Ether était autour des 1400, 1500 $. Désormais, on est à 1009, donc ça doit être un peu plus. On est peut-être à la moitié qui sont effectivement en profit. Est-ce que si vous avez eu le choix de stacker il y a de ça 1 an, 2 ans, etc., vous avez une chance de vendre vos Ethereum? Oui. Si vous les avez achetés il y a par exemple 3-4 ans, je crois que le stacking est devenu possible. Il me semble que c'était fin 2020. Ouais, c'était vers la mi-2020, il me semble. Et bien évidemment, à la mi-2020, on avait un Ethereum qui était autour de 400 $, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, mais mi-2020, ça devait être à peu près quelque chose comme ça. Donc là, effectivement, vous avez fait un x4, x5 sur votre argent. Maintenant que vous pouvez le déstacker, vous allez peut-être prendre un peu de profit, donc ça va peut-être occasionner une force vendeuse sur Ethereum à court terme. Cela dit, il y a des très bonnes choses qui arrivent sur Ethereum. Les gens qui l'ont probablement stacké en amont sont peut-être des believers, des gens qui y croient quand même pas mal. On va voir ce que ça dit. Il va falloir ici être relativement... vous voyez stacking, oui. Alors c'était même en 2021 visiblement. Je sais plus, on avait fait toute une vidéo là-dessus. Constantinople, 2 Ethereum par bloc... Stacking, 3 décembre 2020. Ah ouais, donc on avait, je pense, un Ethereum qui était déjà à 1000 $ ou quelque chose comme ça. C'est peut-être ça qui fait qu'on arrive déjà, on avait regardé la courbe de stacking, le nombre d'Ethereum stackés par an, etc. Je me rappelle, on avait fait toute cette vidéo-là. Bon, en l'occurrence, la Shanghai est effectivement un événement vendeur, mais je ne pense pas que ça soit autant que ce qu'on pourrait penser. Également, il faut... Bon, il va falloir regarder les métriques ici de ce qui se passe. Personnellement, par exemple, moi, j'avais dit que The Merge allait nous faire un short squeeze, et ça n'avait pas été le cas. En fait, c'était pour beaucoup... puisqu'on avait énormément de shorts au moment de The Merge. En fait, c'était des gens qui hedgeaient leur portefeuille. Donc, dès que The Merge a eu lieu bien, dès que The Merge s'est fait dans des bonnes conditions, ils ont tout de suite coupé leur short. Donc, ils ont retiré leur short. Donc, on avait énormément de liquidités et on avait même des options, je me rappelle, à l'époque de The Merge, etc., où j'allais dire, finalement, The Merge va faire exploser Ethereum. Pour le moment, en l'occurrence, ce qu'on voit, c'est que on a une contrariété entre ce que nous propose Bitcoin, qui est haussier et surtout qui a énormément de longueur, et ce que nous propose Ethereum, qui est plutôt ici, vous le voyez, avec quand même... Ça veut dire qu'il y a du shorter en face. Ça veut dire que sur cet événement, sur Ether, on a des gens qui, éventuellement, essayent de shorter l'Ethereum, la mise à jour Ethereum de Shanghai. Donc intéressant, on va voir ce qui se passe demain. Personnellement... et ben on regardera ça de près. En tout cas, ce sera à minuit 37 ce soir qu'il y aura la possibilité de retirer vos Ethereum en stacking. Donc il y aura des métriques. J'ai regardé ici, il y a également des vidéos live qui vont être faites, etc. Et il y aura également un petit peu comme ici ce site qui s'appelle Ultrasound Money, des sites qui vous permettront de voir si ça déstack ou pas, en direct. Donc renseignez-vous là-dessus. C'était l'article que je voulais vous montrer, mais je l'ai pas retrouvé. Et en l'occurrence, voilà, je pense que ça peut être intéressant, en tout cas, de suivre ça. Vous le voyez ce soir, minuit 37. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Venir nous rejoindre encore une fois sur le Discord. Utilisez éventuellement les liens d'affiliation. En ce moment, vous avez moins 30 $ sur un Ledger, moins 20 $ sur un Nano S, je crois, et moins 30 sur les Nano X, si je me trompe pas. Donc du coup n'hésitez pas à utiliser les liens de la chaîne éventuellement si vous aviez dans l'optique d'acheter un Ledger, ce genre de choses. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, et la question du jour elle sera autour de quel est dommage, j'aurais pu préparer une page internet, c'est pas grave, puisque j'avais une pas trop mauvaise idée. Je mets en pause une petite seconde.
Bon, j'ai pas retrouvé non plus, je vous le retrouverai pour demain, c'est pas grave. La question à la con du jour, ça va être sur les chocolats là, mon chéri. Est-ce que il y a quelqu'un dans l'audience qui mange ça vraiment? Est-ce que c'est comestible? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des gens qui les achètent même? J'ai jamais compris, même nécessairement pourquoi, à part éventuellement un alcoolique, un alcoolique repenti qui éventuellement essaye de se prendre une cuite avec des chocolats. Je vois pas du tout l'intérêt d'acheter des Mon Chéri, c'est vraiment dégueulasse. Donc voilà, dites-moi si vous appréciez du coup les Mon Chéri, ça sera la question à la con du jour. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et on aura sûrement des informations sur l'update Shanghai d'ici demain, donc probablement ce que ça sera le sujet de la vidéo de demain. Portez-vous bien, à demain, ciao.